Débriefing du Grand Prix de Malaisie avec beaucoup de choses à débriefer précisément, mon cher Ziv, parce que là on a une course. Alors on s'en doutait avec la météo qui a quand même mis un petit grain de sel au début, même si l'essentiel du Grand Prix s'est déroulé sur le sec, mais on a eu des cas de figure absolument exemplaires de course d'équipe ou pas course d'équipe, quoi, hein, dans le chef de Red Bull ou de Mercedes. Bon, Vettel en pole position, Red Bull qui reprend l'avantage. Et puis cette controverse à l'arrivée. Alors quel est ton point de vue là-dessus? Bon, d'abord, je me félicite d'avoir vu une course magnifique, hein, pour commencer. Tous les ingrédients étaient là, la pluie, le champion du monde en titre en pole position. Donc c'était vraiment une très belle course, très chouette, on ne s'est pas embêté une seconde. Maintenant, il y a cette controverse, hein, d'un côté chez Mercedes, Rosberg qui a appliqué les consignes d'équipe, et chez Red Bull où Vettel a fait mine de pas les entendre. Et donc, moi, sincèrement, Pierre, moi je suis contre ces consignes d'équipe, parce que si tout le monde fait comme l'équipe Mercedes, alors on nous prive d'une passe d'armes extraordinaire entre Vettel et Weber, on nous enlève tout le plaisir de la course automobile. Moi je trouve, laissez-les se battre pardi. Eh bien, moi je suis un peu plus nuancé que ça, franchement. Dans le chef de Red Bull, je ne suis pas trop d'accord dans la mesure où, et pour Mercedes d'ailleurs ça s'explique dans les deux cas, on est en début de saison, on doit marquer des gros points, Red Bull et Mercedes n'ont pas vraiment cartonné sur le premier Grand Prix, hein, qui a été plus favorable à Lotus et à Ferrari, on s'en souvient, donc ils ont besoin de ces gros points, ils sont devant, je trouve légitime, normal de vouloir assurer un gros résultat quand on a les deux voitures devant. Les deux Red Bull et les deux Mercedes. Alors chez Red Bull, on demande à Weber et à Vettel de faire quoi? De limiter les tours moteurs, parce qu'on a besoin des moteurs, on est en début de saison, il faut économiser les moteurs. Et de faire attention aux pneus, parce qu'on est aussi en début de saison, on ne sait pas très bien jusqu'où vont aller ces pneus, on sait qu'on a deux types de pneus différents, et qu'ils n'ont pas pu rouler suffisamment aux essais libres puisqu'il y a eu de la pluie, pour savoir s'ils vont tenir 15 tours, 20 tours, 22 tours, 17 tours, bref. Donc je trouve assez normal et légitime à ce stade de la saison, je dis bien, en début de championnat, eh bien, de ne pas prendre de risques et d'assurer un résultat quand on a deux voitures devant. Le fait que Vettel aille à l'encontre d'une décision qui était prise par l'équipe et qui était acceptée par les pilotes avant le départ, il faut le savoir, hein, le fameux message multiple 21, hein, qu'on a répété et que Weber s'est empressé de rappeler à Vettel dans la petite salle avant le podium. C'est vachement sympa ces images-là, hein, cela dit. Eh bien, ça veut clairement dire on conserve les positions et on ne tire pas dans l'auto. Ben moi, au contraire, bon, je suis d'accord que s'il y a un accord, il faut le respecter. Apparemment, Vettel ne l'a pas respecté. Mais d'un autre côté, on est en début de saison, justement, au contraire. Laissez-les se battre, parce que ils sont tous les quatre capables de faire des grandes performances. Il ne faut pas, maintenant à ce stade de la saison, leur demander de s'effacer, parce qu'en fin de saison on a toujours des bonnes raisons, hein, parce que y a celui qui mène le championnat doit être protégé, etc. Donc en début de saison il faut faire des consignes d'équipe, et en fin de saison également. Non, là je suis contre. Je trouve en plus que la logique sportive n'a pas été respectée, c'est-à-dire que Hamilton le disait sur le podium en disant, écoutez, franchement, c'est Rosberg qui a mieux préservé son carburant que moi, c'est lui qui méritait d'être sur le podium, et à ce stade de la saison, il n'avait rien à perdre à laisser passer Rosberg. Au contraire, on ne sait jamais ce qui peut arriver devant. Rosberg avait peut-être une carte à jouer pour la victoire. Donc, et au sujet de Vettel, c'est clair que, bon, triple champion du monde en titre, il sent qu'il a des droits, ça n'a pas été une trahison à la Pironi Villeneuve, ça a été tout simplement une magnifique passe d'armes où Weber s'est défendu comme il a pu, mais le plus rapide a gagné. Il n'a pas pu se défendre, Weber. Il n'a pas pu se défendre parce que lui, on lui dit, tu limites ton régime, tu fais gaffe à tes pneus, et qu'est-ce qu'il voit? L'autre qui arrive, qui prend le DRS et qui déboîte. Alors qu'il est clairement établi qu'après le dernier pit stop, parce que tu dis, ils ne font pas la course ici, ils font la course, mais après le dernier arrêt, alors qu'il reste 15 ou 20 tours, là je trouve que
étant donné ce qu'on a dit en début de programme, c'est-à-dire on est en début de saison, il faut sauvegarder des moteurs, des pneus, on est dans l'inconnu encore, on doit assurer un gros résultat vu qu'on est passé à peu près à moitié du premier Grand Prix. Bon, c'est admis en interne dans l'équipe. Mets-toi à la place de Weber qui voit arriver Vettel, qui déboîte et qui passe en plus le long du mur, là où il n'est pas censé aller. Weber avait les boules, il essaie de résister dans le virage suivant, etc. Ça ne va pas. Franchement, sportivement, ça me choque. Moralement, ça n'est pas réglo, parce que Weber est un type loyal, qui a toujours joué le jeu de l'équipe, et il se fait rouler dans la farine. À l'arrivée d'ailleurs, Vettel est vraiment pas fier, il réalise qu'il a fait une grosse connerie, il se fait certainement taper sur les doigts, et du coup, il ne sait plus très bien comment se comporter ou comment justifier son geste qui n'a pas de justification, franchement. Et malheureusement, c'est la dure loi de la Formule 1, Vettel étant le prédateur, le carnassier qu'on connaît. C'est la différence avec ce chic type qu'est Weber, et c'est pour ça qu'ils ont une tellement grande différence dans leur palmarès, parce que ça, depuis quelques années qu'ils courent ensemble, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est un tueur et l'autre qui ne l'est pas, et dans l'équipe ça se sait, et Matoschitz et Helmut Marko savent très bien que sur l'espace de toute une saison, ça sera de toute façon Vettel qui va émerger, et donc ils vont lui taper sur les doigts, mais dans une semaine ça sera oublié, tu peux en être sûr. Cela dit, regarde bien le langage corporel de, je ne parle pas des deux pilotes, hein, parce que là sur le podium c'était quand même la soupe à la grimace à tous les étages, mais de Christian Horner, de Helmut Marko, ou d'Adrian Newey, franchement, le malaise, il était profond. Donc moi, je ne crois pas que ça va se régler comme ça en 2 coups de cuillère à peau. Que Vettel soit un prédateur, c'est vrai. Et qui est, quelque part, le nice guy et le bad boy, on le constate pas seulement chez Red Bull, chez Mercedes aussi, la preuve, hein, c'est quand même Rosberg, le Mr. Nice Guy, qui joue le jeu de l'équipe, même si Hamilton était lui aussi un peu emmerdé. Et puis, dans d'autres équipes, c'est vrai aussi, chez Ferrari, avec, par exemple, Alonso et Massa, hein, tout le monde sait que là, il y a une hiérarchie, même si Felipe Massa fait un super début de saison, il y a quand même une hiérarchie clairement établie. On l'a vu en Australie, la Scuderia n'hésite pas à faire ce qu'il faut pour remettre Alonso en selle. Alors, c'est vrai que si on prend le côté strictement mathématique, ben Vettel... Enfin, Red Bull a pris 43 points, Vettel en a pris 25, il est le mieux placé au championnat, il a 9 points d'avant sur qui déjà? Sur Kimi, et 14 sur Weber, plus déjà une vingtaine presque sur ses vrais concurrents, hein, Alonso, Co. Donc finalement, Vettel, lui, effectivement, il est un peu gêné aux entournures, il se rend compte que trahison, il y a clairement eu trahison, Ziv. On ne peut pas dire le contraire, tout le monde l'admet d'ailleurs, y compris Vettel lui-même. Mais voilà, c'est le traître qui va gagner, quoi. C'est le traître, c'est le salaud, entre guillemets, c'est le bad boy, et tu as raison, la F1 est un peu comme ça, c'est-à-dire que les grands champions ne sont pas toujours des grands hommes, hein, ou des hommes au comportement... Et puis pour abonder un peu dans ton sens, c'est-à-dire que on a toujours appelé Vettel Baby Schumi. Ouais. Là, il lui a ressemblé sur ce coup-là très fort. Il est devenu Baby Schumi est devenu grand. Et au passage, il a égalé le record de Jackie Stewart, qui était un record qui était longtemps inégalé, de 27 victoires en Grand Prix. Ce qui, au niveau historique, a quand même une importance, en tout cas. Ça vaut rien du tout, et je vais te dire pourquoi, parce que Jackie Stewart nous l'a dit lui-même dans F1 Magazine à la fin de l'année dernière, c'est que Stewart, il a gagné 27 victoires en disputant moins de 100 Grands Prix. Alors que Vettel gagne sa 27e victoire, je crois qu'on est au 106e Grand Prix, quelque chose comme ça. C'est pas mal quand même. Donc, oui, c'est pas mal, mais le record de Stewart est quand même plus significatif que celui Non, mais il y a quand même des parallèles, 2 triples champions du monde, 27 victoires chacun, 99 Grands Prix, 105 Grands Prix, ok, mais tous les deux deviennent légendaires quand même. Hein. Enfin, sont légendaires. Oui. Je pense que, puisqu'on parle de comportement, Stewart fait partie d'une génération où les pilotes avaient encore un comportement de gentleman sur la piste. Ça n'est plus vrai depuis longtemps, hélas, et on constate qu'effectivement, la génération Vettel comme Schumi avant lui, et clairement, hein, comme Senna, hein, qui a été peut-être le premier à adopter comment dirais-je,
les attitudes de karting, hein, les coups de roue ou les coups bas, voilà, l'éthique du pilotage s'est un peu détériorée depuis 20 ou 25 ans. On ne peut que le constater, moi je le regrette, mais bon, c'est à l'image de l'évolution de la société en général. Toujours est-il que, est-ce que Red Bull va rendre, parce qu'ils sont quand même très embêtés, est-ce qu'ils vont rendre une victoire à Mark Webber si l'occasion se présente, comme à l'époque où Ferrari, parce que tu parles des consignes d'écurie, bon, on remonte de 10 ans en arrière, la fameuse saison 2002, souvenez-vous, quand Barrichello se fait voler la victoire à Zellweger, ça choque tout le monde, il y a un concert de hurlements, la foule siffle, la salle de presse, enfin je me souviens, c'était un contexte tout à fait délirant. Et chez Ferrari, ils étaient dans leur tour d'ivoire persuadés de leur droit et du fait qu'ils pouvaient imposer ça. Et c'est vrai qu'à l'époque de McLaren, de Senna et de Berger, à un certain moment, il lui a rendu une victoire et c'était un geste qui était élégant d'un côté, mais pas tellement élégant de l'autre, parce qu'il avait fait de manière un peu trop... Voilà, c'était en toute fin de saison, il avait les boules, à Suzuka. Et Ayrton avait les boules, c'est Ron Dennis qui l'a obligé à laisser passer Berger et à rendre une victoire à Berger. Et Ayrton estimait qu'il n'avait rien à rendre du tout, et il l'a fait à l'insistance à la radio de Ron Dennis, et il l'a fait un peu comme Barrichello avec Schum à Zellweger, c'est-à-dire à même la ligne quasiment. En tout cas. Ce qui manque un peu d'élégance, je trouve aussi. Michael l'avait fait à Indianapolis en 2002 pour rendre à Barrichello la victoire de Zellweger, mais 6 mois après, ça sentait quand même un peu le réchauffer. Et c'était en plus prendre en otage le public américain à qui on a proposé une parodie de course absolument grotesque avec le vainqueur qui lève le pied sur la ligne d'arrivée. Enfin, à quoi beau faire la course pendant 60 tours si c'est pour changer le classement dans les deux derniers mètres. Bref, pour revenir à la polémique Red Bull en Malaisie, moi je crois quand même que ça va laisser des traces, que la confiance est définitivement brisée entre Vettel et Webber. Alors Webber, quelque part, il n'a pas le choix, parce que de toute façon, à la régulière, il est quand même souvent dominé par Vettel, mais je pense que si les circonstances du championnat font qu'à un moment ou à un autre, Webber devrait servir la soupe à Vettel, il ne doit pas trop compter dessus, à mon avis. Bon, de toutes les façons, Mark Webber est un professionnel, et dans ce monde corporate qui est le nôtre aujourd'hui, il va devoir obtempérer, et je ne crois pas sincèrement que Red Bull va lui renvoyer l'ascenseur. Je ne crois pas qu'ils sont à tel point élégants, d'autant plus qu'ils sont amourachés de Sébastien Vettel, qui est l'enfant prodigue, et donc ils vont jouer le championnat. Webber le sait très bien, il l'a dit, hein, de toute façon... Vettel, il est protégé, et on va lui pardonner ça une fois de plus. Bon. Par contre, chez Mercedes, Niki Lauda a déjà dit que le geste Rosberg ne va pas être oublié. Et moi, je trouve que dans ce monde vraiment beaucoup trop corporate, on oublie la course, et que chez Mercedes, ils auraient pu, pour cette 3e et 4e place, laisser ces deux champions s'entre-déchirer, parce qu'ils sont assez professionnels pour ne pas se mettre dehors. Autant ça me choque ce que Vettel a fait à Webber, parce qu'il l'a fait dans le dos de Webber. Hein, il l'a fait quelque part lâchement, il n'a pas supporté de se retrouver derrière, parce que simplement, dans la stratégie de course, ça fait que... et c'est vraiment le sale gamin qui ne supporte pas que son équipier gagne un grand prix, alors qu'il estime que c'est à lui de le remporter. Dans le chef de Hamilton et Rosberg chez Mercedes, je trouve que tu as peut-être raison sur le fait que là, la consigne de course, elle n'était peut-être pas nécessaire et qu'elle était peut-être même contre-productive. Alors je m'explique. Et c'est très Ross Brown. Hein. On entendait Ross à la radio parler à Rosberg. On évoquait tout à l'heure l'époque Schumacher-Barrichello chez Ferrari. Rappelez-vous, c'était à peu près, c'était Radio Todd, comme on disait à l'époque. Mais enfin, c'était quand même Ross qui était le stratège. Et alors dans ce cas-ci, évidemment, hein, ce qui n'est pas le cas de Zellweger 2002 où Ferrari avait des années-lumière devant la concurrence et il n'y avait pas de raison de le faire. Dans ce cas-ci, il a peut-être des raisons, Ross, parce que chez Mercedes, ça fait quand même 3 ans que c'est les vaches maigres, la pression est énorme, il faut des résultats. On est en Malaisie, chez Petronas, on a Hamilton qui est devant, c'est quand même la nouvelle recrue. Voilà, il faut là aussi assurer les moteurs, là aussi faire gaffe aux pneus. Bon, maintenant, on se rend compte depuis la mi-course facile que Rosberg est plus vite que Hamilton,
pour des raisons qui doivent s'expliquer techniquement, mais clairement Il a Rosberg... probablement aussi mieux géré son carburant et ses pneus. Et les pneus. Rosberg est clairement plus rapide, et on peut se demander si, en intimant au contraire Lord Hamilton de ne pas faire la course, ne pas se battre contre Rosberg, mais de le laisser passer, si Rosberg n'aurait pas pu garder le contact avec les Red Bull, ou mettre un minimum de pression sur les Red Bull, pour les pousser peut-être aussi à déterrer leurs pneus, et voire à aller chercher le dernier carat dans leur moteur. Donc voilà, il y a à boire et à manger dans les deux cas de figure. En tout cas, bon, les deux écuries sont satisfaites. Le Red Bull revient avec le maximum des points au championnat constructeur. Vettel qui prend une longueur d'avance. Et Mercedes qui marque des gros points. Et à ce stade de la saison, c'est super important. Ross Brown sent que sa tête pourrait rouler aussi dans ce grand shuffle que Niki Lauda et Toto Wolff sont en train de faire dans l'organigramme. Donc ça tombe bien pour tout le monde et tout le monde assoit sa position. Et donc voilà... ils sont prêts pour d'autres aventures en Chine. Est-ce que Ross Brown sera parmi nous l'année prochaine? J'en doute. Il ira peut-être à la pêche, il adore pêcher, avec Mark Webber par exemple, qui pourrait également être poussé à la retraite pour d'autres raisons. Bref, en tout cas, pour conclure, c'est vrai que Red Bull a fait carton plein, et la leçon de ce Grand Prix, c'est quand même la Red Bull qui retrouve les avant-postes aussi bien en qualif qu'en course, et qui parvient quand même à gérer des pneus, etc. Et puis Mercedes qui confirme le renouveau, et qui ont clairement pris l'ascendant là sur Lotus, sur McLaren, on n'en parle pas, mais même sur Ferrari. Bon, on va en reparler dans la deuxième partie de ce débriefing, parce qu'il y a pas mal de choses à dire encore.